élèves de la première année du baccalauréat, bonjour et bienvenue dans un nouveau cours de français. Aujourd'hui, nous allons enchaîner l'étude du deuxième module consacré à la tragédie moderne intitulée Antigone de Jean Anouilh avec une activité de langue. Les objectifs sont comme suit. Il s'agit de connaître et d'identifier les procédés de la tonalité tragique et de la tonalité pathétique. Le prologue d'Antigone et la scène démon et crayon nous serviront de support. Je vous présente le support, le corpus. Nous allons procéder à la fois à une lecture et à un repérage. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noiraude et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille et se dresser seule en face du monde, seule en face de Crayon, son oncle, qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre. Mais il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Donc, à travers la lecture du corpus, nous avons repéré une sorte de fatalité, un destin inéluctable, une force supérieure qui pèse sur les personnages et surtout sur le personnage principal, Antigone. Nous avons repéré le futur qui renvoie au destin inéluctable. Elle va mourir. Il y a une projection, le prologue a anticipé le dénouement et le sort d'Antigone. Nous avons aussi repéré le conditionnel qui exprime l'impossibilité. Elle aurait bien aimé vivre. Antigone aime la vie, mais malheureusement, elle ne peut pas vivre. Elle va mourir. L'impuissance des personnages. Nous avons des personnages impuissants. Une force extérieure qui pèse sur Antigone. Elle va falloir, donc Antigone ne peut pas échapper à son destin. Il y a le verbe falloir, l'obligation, jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la pièce. La suite. Antigone a levé sans étonnement ses yeux graves sur lui et elle lui a dit « oui » avec un petit sourire triste. L'orchestre attaquait une nouvelle danse. Ismène riait aux éclats. Là-bas, au milieu des autres garçons, et voilà maintenant, lui, il allait être le mari d'Antigone. Il ne savait pas qu'il ne devrait jamais exister de mari d'Antigone sur cette terre et que ce titre princier lui donnait seulement le droit de mourir. Je vous invite, ou bien j'attire votre attention sur les expressions écrites en bleu. Donc, ici, nous avons un amour contrarié par la fatalité. Il s'agit bel et bien de l'amour d'Antigone et Aimant. Aimant est le fiancé d'Antigone. Donc, il y a une relation amoureuse entre les deux. Cet amour est contrarié par la loi de Crayon. Rappelez-vous l'édit de Crayon, qui consiste à priver Polynice de sépulture et de condamner ou bien de punir quiconque osera l'enterrer de mort. Une autre fatalité qui empêche l'amour. Il s'agit du devoir d'Antigone. Antigone doit l'enterrement à son frère. C'est un devoir de fratrie. Antigone subit un dilemme, un tiraillement, un déchirement. Donc, il est tiraillé entre sa passion, entre les sentiments qu'elle éprouve à l'égard de son fiancé et le devoir. Donc, il hésite. Elle renonce à son projet, ne pas enterrer son frère, ou bien
continuer sa vie et se marier à Aimon. Ce dilemme a été véhiculé par l'oxymore, sourire triste. Nous avons ici un amour sans issue, un amour qui ne sera jamais couronné par le mariage. Et donc, nous aurons une séparation, c'est la fatalité. Donc, voilà l'expression que nous avons relevée et qui indique que l'amour ne sera pas couronné par le mariage, comme nous avons dit tout à l'heure. Il ne devait jamais exister un mari d'Antigone sur Terre. Donc, le mariage d'Aimon et Antigone est impossible. La suite du corpus. Cet homme robuste, aux cheveux blancs, qui médite là, près de son page, c'est Créon. C'est le roi. Il a des rides, il est fatigué. Il joue au jeu difficile de conduire les hommes. Avant du temps d'Édipe, quand il n'était que le premier personnage de la cour, il aimait la musique, les belles reliures, les longues flâneries chez les petits antiquaires de Thèbes. Mais Édipe et ses fils sont morts. Il a laissé ses livres, ses objets, il a retroussé ses manches et il a pris leur place. Quelquefois, le soir, il est fatigué et si cela n'est pas, il se demande s'il n'est pas vain de conduire les hommes, un office sordide qu'on doit laisser. Il paraît qu'Antigone et Aimon n'étaient pas les seuls personnages à subir la fatalité. Il y a aussi Créon, l'impuissance de Créon. Créon aussi était dans une situation sans issue. Il aime la musique, la lecture, il aime l'art en général. Donc, Créon n'avait pas le profil d'un roi. Un jour, il s'est réveillé et il est devenu roi malgré lui. Voilà l'expression qui le prouve. Il a laissé ses livres, ses objets, il a retroussé ses manches et il a pris leur place. Un office sordide. L'expression péjorative sordide prouve que Créon n'était pas vraiment satisfait de son métier. La suite, c'est Eurydice, la femme de Créon. Elle tricottera pendant toute la tragédie jusqu'à ce que son tour vienne de se lever et de mourir. Le messager, c'est lui qui viendra annoncer la mort d'Aimon tout à l'heure. Elle commence au moment où les deux fils d'Édipe, Éthéocle et Polynice, qui devaient régner sur Thèbes, un an chacun à tour de rôle, se sont battus et entretués sous les murs de la ville. Éthéocle l'aîné, au terme de la première année de pouvoir, ayant refusé de céder la place à son frère. Maintenant, la ville est sauvée. Les deux frères ennemis sont morts et Créon le roi a ordonné qu'à Éthéocle le bon frère, il serait fait d'imposantes funérailles, mais que Polynice le vaurien, le révolté, le voyou, serait laissé sans pleurs et sans sépulture. La proie des corbeaux et des chacals. Quiconque osera lui rendre des devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort. Nous avons ici le champ lexical de la mort, le destin inéluctable des personnages. Le sort funeste des trois personnages, à savoir les deux frères ennemis, Éthéocle et Polynice, Eurydice, Aimon et Antigone. Ajoutons aussi la mort, comme je viens de signaler tout à l'heure, de Polynice, Éthéocle. Nous avons comme expression mort, mourir, entretuer, funérailles, sépulture, funèbre. Passons maintenant au deuxième corpus, la scène d'Aimon et Créon. Père, la foule n'est rien, tu es le maître. Créon, je suis le maître avant la loi, plus après. Père, je suis ton fils,
tu ne peux pas me la laisser prendre. Si, aimant, si, mon petit, du courage, Antigone ne peut plus vivre. Antigone nous a déjà quittés tous. Crois-tu que je pourrais vivre moi sans elle? Crois-tu que je l'accepterai votre vie et tous les jours, depuis le matin jusqu'au soir, sans elle et votre agitation, votre bavardage, votre vide, sans elle? Ici, nous avons l'apostrophe. Aimant interpelle son père. Il s'adresse à son père pour l'apitoyer. Père, c'est l'expression qu'Aimant a utilisée pour apostropher son père. Je suis ton fils, donc c'est une tentative pour agir sur lui. Nous avons la faiblesse d'Aimant. Aimant est dans une situation de faiblesse. Son père lui demande d'avoir un certain courage. C'est ce qui justifie la faiblesse. Son père l'a initié au courage à travers l'expression du courage. Associé à des supplications, Aimant supplie son père pour qu'il gracie Antigone. L'interjection « Ah, je t'en supplie ». Créon, il faudra bien que tu acceptes, Aimant. Chacun de nous a un jour plus ou moins triste, plus ou moins lointain, où il doit enfin accepter d'être un homme. Pour toi, c'est aujourd'hui. Et te voilà devant moi avec ces larmes au bord de tes yeux et ton cœur qui te fait mal, mon petit garçon. Pour la dernière fois, quand tu te seras détourné, quand tu auras franchi ce seuil tout à l'heure, ce sera fini. Et bon, donc faites attention à la didascalie. Crie soudain, la didascalie en bleu, crie soudain comme un enfant, se jetant dans ses bras. Père, ce n'est pas vrai, ce n'est pas toi, ce n'est pas aujourd'hui. Nous ne sommes pas tous les deux au pied de ce mur où il faut seulement dire oui. Tu es encore puissant, toi comme lorsque j'étais petit. Ah, je t'en supplie, Père, que je t'admire encore. Je suis trop seule et le monde est trop nu si je ne peux plus t'admirer. Alors, encore une fois, les supplications et la faiblesse. Aimant fond en pleurs et se jette dans les bras de son père. Comme un enfant, cette expression justifie qu'Aimant est dans une situation de faiblesse. Ajoutons aussi les plaintes d'Aimant. Aimant se lamente. Il ne supporte pas l'idée de vivre sans Antigone. Crois-tu que je pourrais vivre moi sans elle? Nous avons le champ lexical de la douleur. Ce sont des termes qui traduisent les souffrances ou la souffrance d'Aimant. Larmes, mal, seul, nu, cri. Nous avons la figure de style suivante, l'anaphore, qui met en exergue le supplice d'Aimant, les douleurs d'Aimant. Que je t'admire encore. Maintenant que vous avez une idée sur les procédés, à travers le repérage que nous avons effectué tout à l'heure, les procédés, bien sûr, du registre tragique et du registre pathétique, nous constatons que la tonalité tragique, ou bien le registre tragique autrement dit, naît de la présence de la fatalité, une force supérieure qui pèse sur les personnages. Ce registre traduit le déchirement des personnages face à une situation sans issue, choisie par les dieux. L'origine de la fatalité peut être une passion
ou un devoir. Les procédés du registre tragique, comme nous les avons déjà repérés tout à l'heure, sont les suivants. Champ lexical de la mort, du destin futur, par exemple, champ lexical du devoir, de la fatalité. La fatalité peut être un enfermement, une séparation, une loi, une passion, peut aussi être sous forme de contrainte sociale. Les figures d'opposition, à savoir l'antithèse, l'oxymore et les répétitions et les anaphores, l'emploi du niveau de langue soutenu. Rappelez-vous que la tragédie antique, comme vous avez déjà vu avec ma collègue, se caractérise par l'emploi du registre soutenu. Ici, nous avons une tragédie moderne, donc on a un mélange des deux registres, registre soutenu, courant et familier. Des interjections, exclamations et interrogations. Bien sûr, l'effet de ce registre consiste à susciter la peur et la terreur chez le lecteur. Le lecteur craint que le sort du héros lui soit réservé. La catharsis, la libération, une sorte de délivrance, purgation des âmes, les âmes tourmentées. Le registre tragique, avec l'avènement du roman, va connaître une nouvelle forme. Au XIXe siècle, le registre tragique prend une place particulière dans le roman. Il ne s'agit pas de montrer la force des dieux et des passions, donc nous aurons une autre forme de fatalité. C'est la société ou bien les contraintes sociales. Donc nous avons le poids de la société qui prive les individus de leur liberté, comme dans les romans d'Émile Zola, et quand vous allez voir dans le dernier module, le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. La tonalité pathétique vient du grec, donc l'étymologie est grecque, pathos qui signifie souffrance. Il consiste à évoquer les souffrances des personnages faibles ou dans des situations de faiblesse, des personnages confrontés à des situations souvent injustes ou violentes. Il se manifeste à travers le lexique de la souffrance, la tristesse, la douleur, présence de plaintes allant jusqu'aux larmes, présence de supplications, lamentation, l'apostrophe impliquer le destinataire, l'emploi de la deuxième personne, apostrophé à travers un prénom ou bien à travers une appellation. L'effet du registre pathétique est d'apitoyer le lecteur, susciter la pitié et la compassion chez le lecteur. Les supplications et les lamentations démons ou bien la faiblesse suscitent la pitié du lecteur. Passons maintenant aux exercices. Je vous présente la consigne. Lisez les extraits suivants. Identifiez les tonalités qui dominent tout en justifiant votre réponse. Le cœur s'avance et voilà, sans la petite Antigone, c'est vrai, ils auraient tous été bien tranquilles. Mais maintenant, c'est fini. Ils sont tout de même tranquilles. Tous ceux qui avaient à mourir sont morts. Ceux qui croyaient une chose, et puis ceux qui croyaient le contraire. Même ceux qui ne croyaient rien et qui se sont trouvés pris dans l'histoire sans y rien comprendre. Morts pareils, tous bien raides, bien inutiles, bien pourris. Et ceux qui vivent encore vont commencer tout doucement à les oublier et à confondre leurs noms. C'est fini. Antigone est calmée. Maintenant, nous ne serons jamais de quelle fièvre. Son devoir lui est remis. Un grand apaisement triste tombe sur Thèbes et sur le palais vide où Créon va commencer à attendre la mort. Bien sûr,
c'est un extrait d'Antigone de Jean Anouilh. Voilà la correction. Donc, il s'agit d'une tonalité tragique. Nous avons la présence de la fatalité, sort funeste des trois personnages. Ils sont tranquilles, c'est fini. L'impuissance, Antigone, Aimon et Eurydice n'ont pas pu échapper à leur destin. Les personnages étaient écrasés par une force supérieure. Voilà l'expression qui le justifie. Tout ce qu'il y avait à mourir. L'oxymore, apaisement triste, champ lexical de la mort. Les faits, donc la mort des trois personnages suscite la terreur et la peur chez le lecteur. Antigone. Ô tombeau, ô lit nuptial, ô ma demeure souterraine. Elle est toute petite au milieu de la grande pièce nue. On dirait qu'elle a un peu froid. Elle s'entoure de ses bras, elle murmure, toute seule. Ô Aimon, notre petit garçon, je le comprends seulement maintenant, combien c'était simple de vivre. J'ai peur. Elle s'arrête, elle se dresse soudain. Non, rayez tout cela. Il vaut mieux que jamais personne ne le sache. C'est comme s'il devait me voir nue et me toucher quand je serai mort. Mais seulement pardon. Donc, quand vous remarquez ici, il s'agit de la tonalité ou bien du registre pathétique. Nous avons le champ lexical de la souffrance, la douleur d'Antigone, les expressions suivantes, triste, peur, s'entoure, froid. Nous avons les supplications. Antigone s'est excusé dans sa lettre, pardon, à travers l'expression pardon. Les plaintes d'Antigone. Ô tombeau, nous avons les interjections ô lit nuptial, ô ma demeure souterraine. Et la apostrophée Aimon, donc l'interjection ô Aimon, et s'adresse à Aimon. Nous avons l'emploi des interjections et des exclamations. Donc la faiblesse, voilà les faits. La faiblesse et les supplications d'Antigone suscitent la pitié du lecteur. Avant de vous quitter, je vous laisse avec les exercices suivants. Donc, vous êtes invités à repérer, à identifier les tonalités qui dominent chaque extrait en justifiant vos réponses. À 6 ans, j'avais déjà conscience de l'hostilité du monde et de ma fragilité. Je connaissais la peur, je connaissais la souffrance, de la chair au contact de la baguette de cognacier. Mon petit corps tremblait dans ses vêtements trop minces. J'appréhendais le soir consacré aux révisions. Je devais, selon la coutume, réciter quelques chapitres du Coran que j'avais appris depuis mon entrée à l'école. Donc, il s'agit de l'extrait du chapitre 2 de la boîte à merveilles. Les hommes, je me rappelle avoir lu dans je ne sais quel livre où il n'y avait que cela de bon. Les hommes sont tous condamnés à mort, avec sursis indéfini. Qu'y a-t-il donc de si changé à ma situation? Donc ici, nous avons un extrait du dernier jour d'un condamné. Donc, quand vous remarquez ici, dans le premier extrait tiré de la boîte à merveilles, il s'agit de la tonalité pathétique. Donc, nous avons ici la faiblesse du narrateur condamné dans l'école coranique, la maltraitance du frère, donc l'enfant subit la torture exercée par le frère, ce qui suscite la pitié du lecteur. L'extrait suivant, du dernier jour d'un condamné, il s'agit bel et bien de la tonalité tragique. Donc, vous l'aurez déjà compris, le narrateur condamné à mort subit une fatalité, l'enfermement. Donc, il est dans une situation d'impuissance. Il est impuissant. Il ne peut pas vraiment fuir son destin. La séance est terminée.